Bonjour Cécile, Bonjour Thomas, nous revoilà, après un mois, fidèle au poste, exactement, comme convenu. tout à fait. Cécile et Thomas, épisode 3, c'est la fin de la saison 1. On vous a parlé des salaires, on vous a parlé des candidatures. Il était logique que nous parlions des entretiens d'embauche. Tout à fait Thomas. On a trois quarts d'heure, on est ensemble sur ce Facebook Live. Je vous rappelle que vous pouvez réagir en commentaire du live. Et puis on a même un hashtag candidature, non entretien, pardon, je vous dis des bêtises, entretien, qui vous permet aussi de poser des questions accessoirement sur Twitter, mais privilégiez le canal du live. Alors on parle des entretiens d'embauche, Cécile, on parle d'une activité qui est peut-être la plus partagée par les managers, qui n'est pas nécessairement celle sur laquelle ils sont le plus formés, Totalement. et donc sur laquelle il y a plein de choses à dire. On parlera de l'avant-entretien, parce qu'il y a l'entretien ne démarre pas le jour de la rencontre, il démarre bien en amont. On parlera bien sûr de ce qu'il se joue et de ce qui se dit et de ce qui doit être dit pendant l'entretien. Et puis enfin, on verra qu'un entretien se termine après la poignée de main, bien après. Il y a encore des choses à faire. Donc voilà le programme qui nous attend sur ce live. Peut-être une première question, Cécile, pour commencer. On a, il y a un mois, parlé des candidatures. On a vu que la candidature a quand même sacrément évolué et suit aussi des effets de mode, et notamment sous l'influence et le poids du numérique, du digital. Est-ce qu'on peut dire que l'entretien d'embauche, lui, a évolué de la même manière? J'ai pas l'impression. L'entretien reste assez classique, c'est-à-dire que la finalité c'est toujours un entretien de face à face, une rencontre entre deux personnes en général. Euh, Certaines petites choses ont évolué. Le digital, de nouveau, l'accès plus simple à Internet permet aux recruteurs peut-être plus d'utiliser des outils numériques tels que le Skype plutôt en démarrage, plutôt avant de se rencontrer. C'est ça, il y a de nouveaux outils, enfin de nouveaux canaux. Oui, mais je les considère quand même très périphériques, et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est bien de l'entretien de face à face, la rencontre que vous attendez avec le ou les recruteurs. Et puis alors on peut peut-être dire à ceux qui nous écoutent et qui vont réagir que il n'y a pas évidemment un type d'entretien. D'abord parce que quand vous êtes en entretien, vous êtes face à des personnes, des individus qui ont chacun leurs particularités, leur fonctionnement, leurs attentes, leur vision métier. Est-ce que malgré tout on peut, selon toi, distinguer quelques grandes catégories d'entretien? Grande catégorie d'entretien, l'entretien de face à face. Deux personnes qui se rencontrent, c'est le lot commun et celui auquel vous serez le plus souvent confronté, entre guillemets. Mais vous pouvez aussi rencontrer la situation d'entretien de groupe où le recruteur va réunir en général une dizaine, une quinzaine de personnes dans une salle pour un premier entretien. Ce sont souvent des premiers entretiens qui permettent une présélection après la sélection des candidatures papier. On en rencontre encore souvent dans le cadre de recrutement de commerciaux et plutôt de jeunes commerciaux. Ça peut effectivement évoluer, exister encore. Vous pouvez aussi vous retrouver dans la situation de je suis candidat et en face de moi j'ai trois recruteurs. C'est trois ou quatre. Donc la forme jury, c'est souvent le cas dans l'administration. Si vous êtes sur des positionnements de postes de type public, vous serez souvent confronté à un jury. Il faut s'y préparer. Dans le privé, on peut avoir deux. On peut avoir un recruteur RH et puis un opérationnel. Soit vous les voyez un après l'autre, soit vous les voyez ensemble. Donc il faut pouvoir se préparer à l'ensemble de ces situations. Donc charge au candidat finalement de tenir compte aussi de ces particularités. Un jury ne va pas fonctionner de la même manière, parfois pas sur les mêmes durées que le recruteur qui reçoit en face à face dans son bureau. Et puis on verra aussi tout à l'heure que selon l'activité de la personne qui nous reçoit, les attentes ne sont pas les mêmes. Un consultant en recrutement, un intermédiaire de recrutement ne va pas fonctionner de la même manière qu'un opérationnel ou qu'une direction, un membre d'une direction générale qui
qui vont chacun avoir des attentes très particulières. Tout à fait. Donc charge à vous, en tant que candidat, au moment où vous prenez le rendez-vous, de ne pas subir juste la prise de rendez-vous et de dire ok, c'est bloqué pour le 15 novembre à 10 h, mais déjà de poser la question de quel est le contexte, qui je rencontre, d'avoir le nom de la personne et on verra pourquoi c'est important, et puis le contexte, c'est-à-dire je rencontre une personne, je vais en rencontrer plusieurs, je vais les rencontrer les uns après les autres, dans quel ordre, essayer, sans être intrusif, mais essayer d'avoir des éléments pour préparer votre journée, vos séquences d'entretien, si l'entretien va finalement se dérouler en plusieurs étapes, ou en tout cas, sachez où vous mettez les pieds. Plus vous aurez d'éléments de contexte, mieux vous serez préparé, plus vous serez à l'aise sur les fameuses premières minutes qui sont tellement déterminantes dans un entretien. Tu le dis, hein, et puis c'est le premier grand thème que l'on va aborder ensemble. L'entretien démarre bien avant l'entretien. Tu insistes sur l'importance de la préparation. C'est-à-dire qu'un entretien non préparé, c'est la quasi-certitude d'un entretien raté. Résumons-le comme ça parce qu'on n'a pas trop de temps, mais effectivement, nous, consultants APEC, nous ne vous conseillerons jamais le live sans préparation. C'est évident qu'une bonne préparation vous donne des éléments, ou en tout cas conditionne la réussite de votre séquence d'entretien. Et quand on parle des évolutions et des nouveaux outils à disposition du cadre, c'est peut-être sur la préparation qu'on observe les plus grandes évolutions. En tout cas, les outils et les services qui sont à disposition du cadre aujourd'hui sont beaucoup plus nombreux, beaucoup plus riches que ceux qui étaient accessibles au cadre il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années. Oui, je pense que c'est l'accessibilité qui est importante. Aujourd'hui, je vous disais, sachez qui vous rencontrez, d'avoir le nom vous permet simplement aujourd'hui de googliser ce nom, de trouver bien souvent la personne sur un réseau tel que LinkedIn, et donc déjà de pouvoir aller faire un premier visionnage de qui est cette personne. Quelle est sa formation de base, depuis combien de temps est-elle dans l'entreprise ou dans la fonction. C'est important parce que connaissant mieux votre interlocuteur, vous allez préparer différemment et cette préparation est essentielle pour trouver les bons points d'entrée, pour ne pas faire une présentation générique, mais être vraiment sur une présentation très ajustée de vos arguments. Tu évoquais LinkedIn, il y a d'autres outils aujourd'hui auxquels les cadres peuvent accéder pour préparer leurs entretiens, lesquels on peut citer, en tout cas j'ai en tête tous ces outils de recherche sur le web, j'ai coutume de citer Corporama, mais il en existe d'autres, qui vont finalement faire le travail qu'on mettait parfois plusieurs semaines à effectuer pour trouver de l'information sur l'entreprise, sur ses acteurs, son actualité, ses événements, ses besoins, ses enjeux, ses stratégies. On a aujourd'hui là une flopée d'informations. Le plus dur finalement, est-ce que c'est pas de traiter cette information ? Il ne faut pas faire l'économie d'aller chercher ces informations. Vous ne pouvez pas aujourd'hui limiter votre recherche à la découverte du site internet de l'entreprise. Effectivement, il va y avoir des sites de type Corporama, de sites aussi d'évaluation de type Glassdoor. Il va y avoir aussi la page entreprise peut-être de LinkedIn, sa page Facebook. Et oui, il faut savoir aller chercher l'info, ne pas s'y noyer, mais aller chercher vraiment l'information qui vous sera utile pour comprendre les besoins et les enjeux qui sont dans le poste auquel vous avez répondu. Jusqu'à l'information qui concerne ceux qui vont nous recevoir. C'est une question qui est souvent posée et je te la pose. Est-ce qu'il est de bon ton d'aller visiter le profil du recruteur en amont de l'entretien ? Carrément. Pourquoi s'en priver ? C'est là, c'est accessible. Alors, allez-y. Vous n'avez pas besoin non plus d'y aller en masqué, de rentrer dans votre configuration LinkedIn. C'est ça, parce que beaucoup de gens disent, oh là là, mais si je vais sur son profil, il va voir que je l'ai vu. Et tant mieux. Et tant mieux. Et la plupart des recruteurs seront plutôt intéressés du fait que vous êtes allés les voir et que donc vous avez démontré, sans rien dire, de votre intérêt pour le poste, pour la séquence de rencontres qui va se produire. Donc n'ayez pas peur de ça.
et allez-y, cherchez de l'info et trouvez, je le disais tout à l'heure, vos points d'entrée, les clés, les petites connivences peut-être, parce que si vous vous apercevez que vous avez la même formation que votre recruteur, c'est plutôt pas mal parce que ça pourrait être vite placé dans un entretien. Tout à fait. On en profite pour saluer Hamid et François qui nous saluent. Bonjour Hamid, bonjour également. François qui parle de la préparation également et de la préparation via les autres canaux. Alors l'entretien Skype, l'entretien aussi, c'est quelque chose qu'on voit apparaître de plus en plus, des entretiens vidéo sans interlocuteur. On a des questions et puis on doit répondre en vidéo. Alors, est-ce que l'entretien vidéo, que ce soit par Skype ou sur ces nouveaux types que je viens d'évoquer, se prépare différemment, ou finalement l'enjeu c'est bien le même Alors ça se prépare comme vous voyez là, on a préparé notre chat, à savoir un fond neutre, un logo parce que nous sommes l'APEC, mais pensez à ça, si vous avez mis votre ordinateur dans le salon et que derrière il y a le buffet de grand-mère, il est peut-être super ce buffet de grand-mère, sauf que pour le recruteur, c'est pas du tout les faire chercher. Donc pensez à la neutralité de votre environnement, pensez à la neutralité sonore de votre environnement. Testez les outils. Testez les outils avant, mais on y reviendra après sur l'entretien de face à face. On n'arrive pas à un entretien 5 minutes avant ou 5 minutes après en s'étant un peu perdu et en étant déconcentré. Donc c'est la même chose. On se prépare, on se concentre. Quand on répond sur des questions préposées, on peut s'y reprendre à une fois, 2 fois. Et puis testez-vous, regardez-vous. Parce que quand on se regarde après, on détecte mieux des petits défauts ou des tics de langage. Si on est passé trop bas par rapport à la caméra, par exemple. Ça, c'est insupportable. Oui, donc, il faut vraiment travailler ces éléments-là. Et le fait d'être un peu en décalé comme ça vous permet et finalement peut donner un vrai confort. Ce que vous perdez par contre, c'est le regard. Et le regard en entretien, il est quand même super important. Parce que si mon recruteur s'ennuie, quand je suis en face à face, je peux vraiment le distinguer très rapidement. Sur un Skype, ça peut être un peu plus compliqué. Bon, l'avantage de la vidéo, c'est qu'on peut aussi avoir des anti-sèches. Exactement. Regardez, on a des anti-sèches, Thomas et moi. On les rend visibles, mais on pourrait les masquer. Oui, tout à fait. Sauf que si tu es face à ton ordinateur, en général, elles seront moins visibles que nous. Mais tout ça pour vous dire que ce matin, on a travaillé, on a préparé et on a pris des notes, nos mots-clés sont notés, les références importantes, celles qu'on ne veut pas manquer de vous communiquer, de vous transmettre, on les a notées et on a un petit coup d'œil de temps en temps, qu'on espère discret, pour être bien sûr de suivre notre fil. Vous devez avoir exactement la même logique. Toujours sur la partie peut-être plus technique, on peut aussi parler de la posture. Alors on va sortir de la vidéo, mais la posture, la tenue. Est-ce que là encore, tu as des conseils simples, efficaces à recommander à ceux qui nous écoutent? La tenue, elle est à adapter à votre contexte. Donc il n'y aura pas une tenue standard, il y aura une tenue adaptée à la cible d'entreprise, à la cible du poste que je vise. C'est sûr que si je vise un poste en banque et que j'y vais en jean, basket, t-shirt, même si tout ça c'est très élégant et très coordonné, ça ne passera pas, même encore aujourd'hui en 2017. En revanche, si vous arrivez en costume cravate dans une start-up, vous dénoterez et pas nécessairement dans le bon sens non plus. Donc il faut adapter. J'ai déjà lu des conseils du type si l'entreprise n'est pas très loin de chez vous, d'aller faire un tour au moment de la pause déjeuner ou le soir pour voir quelle est l'ambiance, quels sont les éléments qui me permettront finalement, non pas de faire un copier-coller, mais d'être le plus raccord possible et surtout le plus à l'aise possible. Si vous n'avez jamais mis un costume, il ne faut pas le découvrir le jour où vous êtes sur votre premier entretien. François nous demande là sur le live de préciser ce qu'est Corporama ou j'ai envie de dire tout autre outil de recherche d'informations. Tu nous en dis 2 mots?
Ou pas. Que dire si ce n'est aller passer un petit peu de temps sur ce site qui donne des éléments d'information, d'évaluation sur les entreprises. Ça me semble, le mode découverte me semble le plus adapté. Le gros intérêt des outils de type Corporama, c'est effectivement d'aller chercher toute l'information existante et déjà d'effectuer un premier tri, d'identifier les collaborateurs, d'identifier ce qui relève de l'actualité, ce qui relève des documents consultables en ligne. Effectivement, le meilleur moyen, c'est de le découvrir. L'outil est payant, mais vous avez la possibilité de faire 3 recherches par jour gratuitement. On a parlé de la forme pour la préparation. Peut-être une dernière question concernant la préparation sur le fond. Est-ce qu'il y a des sujets à travailler, à préparer, à potasser en amont? Est-ce qu'on doit devenir incollable sur l'entreprise? Est-ce qu'on doit réviser les sujets de fond métier? C'est souvent quelque chose qui préoccupe les personnes qu'on accompagne. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le fond de cette préparation? Vous n'avez pas besoin d'être incollable sur l'entreprise. D'abord, vous ne le serez pas, donc c'est pas ça qu'il faut viser. Par contre, montrer que je me suis intéressée, que je suis allée, que j'ai essayé de comprendre quel est le besoin et quel est l'enjeu au-delà du besoin. Donc l'enjeu pour l'entreprise, l'enjeu des missions qui sont proposées, ça vous permettra de vraiment spécifier les argumentaires que vous allez développer par rapport à vous, par rapport à votre expérience. Ça vous permettra de sélectionner des exemples de réalisation les plus ajustés possibles. Je t'interromps une seconde. Manon nous a demandé comment cibler les informations principales sur une entreprise. C'est lié à ce qu'on vient de dire, mais pour répondre plus précisément à Manon, où est-ce que je vais aller, quelles informations je vais prioritairement cibler? C'est la stratégie de l'entreprise, c'est les produits, c'est ses outils, ses collaborateurs, enfin c'est quoi? Ça va vraiment dépendre de l'entreprise pour laquelle vous vous situez, parce que connaître le nombre de collaborateurs, si j'ai postulé dans une entité du groupe Danone ou Total, ça me semble pas super intéressant. En revanche, connaître effectivement les produits est un bon point d'entrée. Les collaborateurs, bien sûr. Aller chercher aussi des éléments d'actualité et de visibilité. On parle beaucoup marque employeur. Aller chercher la marque employeur que développe cette entreprise sur le net. Et après, ça va vraiment dépendre du type de poste que vous recherchez et qui va vraiment définir si vous êtes en marketing ou en communication. Le travail sur la visibilité, sur l'état d'avancement de l'entreprise sur les outils digitaux me semble par exemple essentiel, beaucoup plus qu'en comptabilité, contrôle de gestion par exemple. Bon, je rappelle que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à intervenir. On va peut-être maintenant passer au temps de l'entretien. Oui. Je l'ai annoncé tout à l'heure dans la présentation, j'aimerais qu'on revienne sur la typologie des interlocuteurs que je peux avoir. On va dire qu'on peut en distinguer en tout cas deux grands types. Les pros du recrutement, principalement les RH. On va les appeler les RH. Les RH, ou les intermédiaires de recrutement. Oui. Et puis les opérationnels, ce sont les potentiels N+1, voire même les collaborateurs qui peuvent être associés à un recrutement lorsque la décision est collégiale. Qu'est-ce qui distingue, si tant est que ce soit possible de faire un distinguo aussi simpliste que celui-là, mais qu'est-ce qui caractérise les pros RH et les opérationnels selon toi? Alors je rajouterais à tes deux catégories une troisième qui peut être le dirigeant de l'entreprise. Quand on est en PME, on va être souvent, assez rapidement dans le process, on va souvent rencontrer le dirigeant qui lui n'a pas ni les mêmes pratiques ni les mêmes attentes, et donc ça rajoute une catégorie. Du coup j'ai oublié ta question, c'était très malin. Est-ce qu'on peut identifier des caractéristiques quant aux attentes de chacune de ces trois populations? Le RH n'est pas un spécialiste de toutes les fonctions de l'entreprise. C'est pas parce qu'il travaille dans une entreprise qu'il connaît nécessairement toutes les missions et qu'il peut donc rentrer dans la technique ou la technicité de chacun des postes. Donc le RH va peut-être beaucoup plus travailler autour de l'analyse, de la
au-delà de la personnalité, de la façon de fonctionner, de la façon dont vous fonctionnez pour évaluer votre capacité à intégrer une culture d'entreprise. Alors justement, pardon, je t'interromps parce que Nicolas nous a posé dans le live la question suivante. Quel site ou quelle manière, de quelle manière je peux obtenir de l'information sur la culture de l'entreprise avant l'entretien? Donc tu me dis que cette population y est attentive. Comment est-ce que je trouve l'info sur la culture d'entreprise? Et si vous alliez poser la question à des collaborateurs de l'entreprise, si vous alliez sur Glassdoor ou sur Viadeo, sur la rubrique les collaborateurs évaluent l'entreprise, parce que dans ces éléments d'évaluation, il y a souvent une manière dont on vit dans l'entreprise, dont on est reconnu ou pas reconnu par son management. Voilà, un peu à la manière d'un TripAdvisor, les collaborateurs jugent les entreprises, c'est ça? Évaluent ou posent un regard sur leur entreprise. Oui. Tu parlais de Glassdoor, c'est un site Glassdoor porte de verre, c'est ça? Mais oui, tout à fait. D'accord. Donc transparence sur les entreprises. Transparence sur les entreprises. Meilleursentreprises.com peut-être? Peut-être. Et puis Viadeo avait encore une rubrique il y a quelques temps qui était assez efficace d'évaluation et de... En tout cas, c'était un outil différenciant de LinkedIn et qui fonctionnait plutôt sympathiquement. Moi, je sais que je l'avais regardé pour l'APEC et que c'était assez rigolo, intéressant de regarder ce que des collègues, de manière totalement anonyme, peuvent dire sur l'entreprise. Ça donne un vrai regard sur l'entreprise et donc sur ses éléments de culture. Maintenant, une page Facebook, je trouve, est aussi un révélateur d'éléments de culture de l'entreprise. Mais je disais tout à l'heure, identifier un collaborateur sur LinkedIn, essayer d'entrer en contact et sur ce mode... Voilà, je prépare un entretien. Est-ce que l'on pourrait échanger quelques mots sur l'entreprise? Vous avez des collaborateurs qui laisseront porte fermée, vous en avez d'autres qui au contraire répondront. Oui, les exemples ne manquent pas de personnes qui ont pris les devants, se sont adressées directement aux personnes de l'entreprise et qui ont eu des réponses. Là, pour le coup, dans nos bureaux, on a pléthore d'exemples et d'illustrations. Ce qui m'amène d'ailleurs à rebondir un petit peu sur la question d'Albert dans le live et puis d'enchaîner par rapport à ce qu'on a dit sur finalement l'enjeu, l'objectif de l'entretien de recrutement. Quel que soit mon interlocuteur, que ce soit un pro RH, que ce soit un opérationnel, voire le dirigeant, il y a bien un enjeu, il y a bien un objectif à cet entretien. Quel est-il? L'entretien, c'est un temps d'évaluation. Pour la personne ou les personnes que vous rencontrez, c'est l'évaluation de vous en tant que professionnel, en tant que candidat, dans votre capacité finalement à intégrer la mission, à intégrer plus largement l'équipe de travail et l'entreprise. Donc évaluation et sélection. On est là, le recruteur est un sélectionneur. C'est pas toujours rigolo, c'est pas toujours facile. Parce que là, on parle de poste cadre et que très concrètement, en général, on recrute un cadre. On peut avoir eu 100 candidatures ou plus. L'enjeu, c'est de sélectionner une personne, de sélectionner la bonne personne et de ne pas se tromper. Un recrutement coûte cher. Sur des coûts qui ne sont pas forcément totalement comme ça évalués, tracés, mais un recrutement prend du temps. L'intégration d'un cadre dans une entreprise et dans un projet prend du temps et coûte cher, même si on est immédiatement opérationnel. Non, on n'a pas tout compris dès les premières semaines, et donc il y a un temps qui nécessite une prise en main, une intégration. Et donc oui, l'enjeu c'est de trouver le bon candidat. Et ce ne sera pas toujours le meilleur techniquement, par exemple. Contrairement à ce qu'on peut penser. Donc du coup, je n'ai pas totalement les compétences. Ok, je vais pouvoir travailler à démontrer ma capacité à apprendre. Et justement, ce qu'il n'y a pas d'ailleurs je reviens là-dessus parce que c'est des retours, ce sont des retours que nous font souvent les candidats. Les opérationnels ont parfois tendance à se centrer beaucoup, trop, je ne sais pas, sur ces compétences techniques. Or, ce que l'on réalise, ou ce que nous disent d'autres acteurs comme les RH, c'est que au-delà de ces compétences techniques, il y a des compétences personnelles qui, elles, sont encore plus importantes. Oui, mais c'est pas parce que je parle de mes compétences techniques que je dois m'arrêter là. C'est-à-dire, si on parle compétences techniques, on va parler de savoir-faire. Alors, remontons un petit peu sur la compétence.
C'est quoi une compétence? La compétence, c'est une combinaison de trois dimensions, d'au moins 3 dimensions. Ça y est, l'incident technique est arrivé. De 3 dimensions que sont les savoirs, les savoir-faire et les savoir-être. L'opérationnel peut vous embarquer sur plutôt un travail uniquement centré sur les savoir-faire. Et à vous de démontrer que ces savoir-faire, vous les combinez avec d'autres éléments de la compétence. Et donc, en parlant de ces éléments-là, vous allez parler aussi de votre façon de travailler en équipe, de votre façon de collaborer, de votre façon d'aller chercher l'information, de votre façon de surmonter une difficulté, un obstacle, de rechercher un fournisseur, d'interagir avec l'interne ou avec l'externe. Et en faisant ça, même si lui ne le perçoit pas aussi bien qu'un RH, vous allez lui donner des éléments qui amèneront sa décision finale. Il y a une phrase, un terme qui est devenu galvaudé avec le, qui a été galvaudé avec le temps, parce qu'on ne sait plus ce qu'il veut dire, c'est coller aux attentes de recruteurs. Aujourd'hui, coller aux attentes ou aux besoins de l'entreprise, ça signifie quoi précisément ? J'en sais rien, parce que je suis même pas sûre que l'entreprise, elle l'ait toujours bien définie. Et puis les attentes, elles sont là aujourd'hui, fin 2017, et si on me recrute en CDI, elles seront pas forcément exactement les mêmes dans 6 mois, dans 1 an. Donc plus que coller aux attentes du recruteur, c'est comprendre où je mets les pieds, comprendre dans quelle organisation je m'engage. Et c'est du coup, c'est plus... essayer de voir l'entretien de recrutement non pas comme un candidat recruteur, mais beaucoup plus comme 2 professionnels qui discutent et qui ont entre eux, au milieu de la table ou du bureau, une problématique à traiter. Et c'est là que vous allez finalement non pas coller à ces attentes, mais faire révéler les besoins, les problématiques du poste, pour démontrer que vous avez un niveau de réflexion, un niveau d'analyse qui vous permet d'apporter des solutions ou en tout cas de réfléchir sur les besoins. On va maintenant aborder les grands temps de l'entretien. Toujours dans les phrases devenues des poncifs, il y a toujours l'entretien, tout se décide dans les premières minutes, dans la première minute pour certains, ou dans la poignée de main. Tu penses quoi de cette idée selon laquelle tout est joué dans les premiers instants, voire même avant qu'on soit assis autour de la table? Je pense qu'on n'a pas complètement tort quand on dit ça. Ce qui invite vraiment à aller chercher vos interlocuteurs sur LinkedIn pour avoir leur jolie trombine et savoir à qui vous avez affaire, parce que du coup, quand vous êtes dans l'espace d'accueil, l'espace d'attente, vous savez à peu près qui vous attendez, première chose. La poignée de main, oui. Alors si vous avez une poignée un peu de main un peu molle, évitez, travaillez une poignée plus ferme, parce qu'effectivement, pour certains recruteurs, ce sera rédhibitoire. Donc oui, beaucoup de choses se jouent. C'est pas un peu réducteur de dire quand même que la poignée de main va être décisive de la suite de l'entretien. Je ne dis pas qu'elle sera décisive, elle va donner des premiers éléments de perception. Et ces premiers éléments, il faut les travailler, c'est pas compliqué, il faut l'identifier et vous prenez un cobaye, le conjoint, le copain, la copine et vous le travaillez. Les premiers instants sont importants. Embarquez, faites rêver votre recruteur dès le début. Si vous l'embarquez dans un entretien où il se dit là, il va y avoir dans ce temps d'évaluation des moments importants où j'ai mon bon candidat en face de moi, et bien à ce moment-là, vous avez fait 50% du parcours et vous pourrez commettre des petites erreurs après pendant l'entretien. Il les verra beaucoup moins. Une poignée un peu molle, pas de sourire, une mise en situation un peu poussive va peut-être amener votre recruteur à vouloir terminer l'entretien un petit peu plus tôt. Et pour autant, il y a du stress, il y a de l'appréhension qui accompagne cette situation, et certains sont peut-être moins à l'aise que d'autres. J'ai le droit de le dire. Mais bien sûr, tout à fait. Mais j'ai le droit de dire, excusez-moi, je suis stressée, parce que mon tram a mal fonctionné, parce que les enfants m'ont bousculé ce matin. Vous avez le droit Il vaut mieux parfois même donner cette explication pour donner à comprendre ce
Ce qui fait que là, la posture est peut-être pas aussi assurée que... Mais tout à fait. Et puis derrière, ça permet souvent de déposer, ça permet aussi au recruteur simplement de vous mettre à l'aise et du coup de vous proposer un café ou un verre d'eau, de créer un petit sas finalement d'introduction qui fait que ça y est, tout le monde se détend. Et surtout, ne perdez pas de vue que vous êtes stressé. Ça, on n'en a aucun doute. En revanche, évaluez aussi le stress du recruteur. Surtout quand on a affaire à un recruteur qui est plus occasionnel, dont le cœur de l'activité n'est pas de recruter. Tu évoquais tout à l'heure le poids qui pèse sur ses épaules, l'enjeu autour de cet entretien. Il est peut-être aussi stressé, celui qui vous reçoit, celui ou celle qui vous reçoit. Et puis en général, un entretien démarre par une première question assez classique que vous avez probablement eu lorsque vous étiez candidat ou que vous aurez lorsque vous serez candidat. C'est un présentez-vous, un parlez-moi de vous, en d'autres termes. On vous laisse souvent ouvrir les festivités. C'est un moment assez clé dans lequel là vous allez pouvoir passer un certain nombre de messages. Alors qu'est-ce qu'on attend de cette présentation? Et puis on verra ensuite ce qu'il vaut mieux éviter de faire. Mais qu'est-ce qui est attendu lorsqu'on dit à un candidat présentez-vous? D'abord, la réponse elle doit durer combien de temps? 3 minutes max. Ouais, 3 minutes, c'est un indicateur. Mais... Oui, mais après 3 minutes, on va dire que vous lâchez votre recruteur, il commence à regarder autre chose, il commence à décrocher. Donc 3 minutes de monologue, c'est déjà assez long, donc fixez-vous sur ces éléments-là. Et puis on est dans une phase d'introduction, donc gardez-vous de raconter votre CV. Le CV, il l'a sous les yeux. Il l'a lu et c'est ça qui, en principe, a fait qu'il vous a contacté et que vous êtes face à lui. Et puis s'il ne l'a pas lu, tant pis pour lui. Mais en tout cas, évitez de raconter votre parcours par le menu. Il n'y a rien de plus épouvantable qu'une relecture du CV pour celui qui est en face. Donc le présentez-vous, c'est vraiment une séquence qui se prépare en amont, chez soi, avec de manière un petit peu scolaire, un papier, un crayon, j'écris, je le fais en vidéo aussi, je me teste et je me trouve complètement atone, complètement miraculeuse, mais voilà, allez chercher ces éléments-là. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez préparer en amont sans aucune difficulté. Et alors évitez de vous présenter bonjour Cécile, 26 ans, mariée, un chien. T'as 26 ans? Oui. C'est génial. Mais oui, carrément. Là, je suis épaté. Oui, mais voilà, surprenez votre recruteur, c'est ça qu'il faut retenir. Là, je lui ai mis des étoiles dans les yeux et il a oublié le petit défaut de mon CV qu'il avait repéré à la lecture. Donc si on résume, le temps de présentation, c'est un temps où je communique sur un ADN, sur un fil rouge. Il ne s'agit pas de rentrer dans le détail, l'entretien est là pour ça. Sur quoi on l'a conclu cette première partie? Une question? C'est une question. Moi j'aime bien rendre la main au recruteur par une question. Plutôt que voilà. Souvent quand on vous prépare à l'entretien, vous faites cette présentation, vous suivez votre trame, et puis on arrive à la fin, à la dernière phrase, et vous êtes là, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je pense que de poser une première question au recruteur, c'est inviter à rentrer dans une discussion avec le recruteur. Cette question peut être une demande de précision que vous avez sur le poste. Voilà, on va vraiment chercher une question qui est ouverte. Le recruteur va s'en emparer ou pas. Peu importe, vous essayez d'introduire une dynamique qu'il faudra tenir tout au long de l'entretien. Si moi il y a quelque chose qui me fait horreur, c'est le candidat qui répond aux questions sans jamais lui essayer de prendre la main pour faire préciser une demande du recruteur et qui va attendre les 5 dernières minutes pour poser ces 4 questions dont les réponses auraient peut-être transformé, changé les exemples ou les éclairages qu'il a donnés pendant l'entretien. C'est effectivement une bonne manière de faire. On peut aussi peut-être inviter les candidats à refaire le lien avec le poste. En tout cas, après avoir communiqué sur un parcours,
Oui. Peut-être réexpliquer ou reposer ce qu'est le projet qui les anime aujourd'hui et de montrer comment le poste pour lequel ils sont reçus s'inscrit dans la bonne continuité, dans la bonne logique de leur parcours. On le voit bien, de toute façon, il n'y a pas une bonne manière de faire, il y a une manière qui va être raccord avec la situation, l'entreprise, son besoin, l'interlocuteur. Et surtout, ce que je voudrais préciser, c'est que ce sont des choses que vous pouvez préparer. Si je prends l'APEC, c'est vraiment des éléments qu'on peut préparer avec des candidats. Donc si vous êtes dans une situation de préparation d'un entretien de recrutement et que vous êtes déjà accompagné par un consultant de l'APEC, ben, ça vaut le coup de passer un petit coup de fil ou d'envoyer un mail pour travailler ça. Ça peut aussi, avec le Flash APEC, tout simplement un coup de téléphone, vous pouvez le préparer en direct avec un collègue. Donc pensez à ces éléments-là pour avoir un premier feedback, parce que le feedback du recruteur, vous l'aurez rarement, ou il sera rarement très étoffé. Après cette présentation, en général, le recruteur va aller investiguer l'expérience, le parcours, les situations vécues. Donc c'est le moment où, c'est par ça qu'on commence en général, le candidat parle de ses expériences professionnelles. Qu'est-ce qu'on peut recommander à nos amis pour bien parler de ses expériences professionnelles ? Alors, de nouveau, d'avoir préparé finalement votre bibliothèque de réalisation professionnelle. Même si vous êtes jeune, vous avez déjà des réalisations professionnelles ou des réalisations en mode projet. Pensez bien à tous les éléments, tous les moments que vous avez pu travailler à l'école ou à l'université, où vous avez dû rendre une production, quelle qu'elle soit, et que vous vous êtes organisé. Et travaillez vraiment ces éléments-là. Je le redis, ça peut paraître un peu scolaire, mais le papier, le crayon, c'est super important pour vraiment pouvoir après se relire, évaluer ce qu'on a dit. Est-ce que c'est pas trop scolaire? Est-ce que j'ai bien finalement démontré de ma contribution, pas juste évaluer ce qu'est le management de manière théorique et qui n'intéressera pas le recruteur, mais vraiment rentrer dans comment est-ce que moi je me positionne et comment est-ce que je construis justement ma compétence autour de quel savoir, autour de quel savoir-faire et de quel savoir-être. J'aime le travail en équipe, ou je sais travailler en équipe. Une fois que j'ai dit ça, j'ai absolument rien dit au recruteur. Quelle est ma posture dans une équipe? Qu'est-ce que je fais? Comment je le fais? Comment est-ce que je fais avancer le travail? Je peux être très discrète dans une équipe de travail et super efficace, ou au contraire être celui ou celle qui va être très actif, très leader. On a besoin de tout dans une équipe, donc il ne faut pas se dire parce que je suis discrète et parce que je fais les choses avec discrétion, il ne faut surtout pas que je le dise parce que ce sera mal reçu par un recruteur. Et puis j'ajouterais, penser toujours à, mais c'est très en lien avec ce que tu viens de dire, à contextualiser. Totalement. C'est la première chose souvent qu'on a besoin d'entendre. Ça peut être un contexte d'entreprise, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une mission plus globale, oui. Le sens de sa mission, à quoi on sert sur ce poste, oui. Là aussi c'est très important. Pensez à ça, et puis pensez aux anecdotes, parce que souvent le recruteur va plutôt retenir une anecdote qu'un grand discours théorique. Donc pensez vraiment à travailler. Qu'est-ce que tu entends par anecdote? Pas genre la fois où j'ai fait tomber mon verre de café ou... Alors la fois où j'ai fait tomber mon verre de café, peut-être pas, ouais. mais vraiment des éléments de contexte, tu me poses une colle parce que là il faut que je t'en trouve une d'anecdote qui ait du sens, mais peut-être lié à des situations ou une contrainte particulière qui accompagnait oui. Une réalisation par exemple, ou mais ça peut être sur l'animation d'une réunion, et d'une réunion un peu tendue parce que le client n'est pas satisfait, parce que la commande est en retard, ou je ne sais quel exemple, et qui fait que j'ai détendu l'atmosphère par X moyens, ou parce que je me suis appuyée sur une réalisation concrète qui valorise
valorisait le travail de l'équipe ou l'avancement du travail, et qui a fait que finalement cette réunion qui était plutôt partie sous de mauvais auspices parce que concrètement on était en retard sur le projet, c'est finalement bien passé. Et ce sont ces éléments, c'est comment j'ai perçu l'attention, qu'est-ce que j'ai fait pour décaler peut-être l'attention de mes interlocuteurs, qui a fait que j'ai fait avancer la réunion. Un premier temps d'accueil, on l'a vu, un temps de présentation, qui peut être un temps de présentation mutuelle. Hein, oui. L'entreprise peut aussi choisir ce démarrage d'entretien pour vous parler d'elle, de son besoin. C'est un moment important, vous êtes effectivement très attentif et bien prendre en note ce qui vous sera dit. Un temps de retour sur votre expérience. On en vient ensuite, traditionnellement, à l'exploration de la personnalité. Et c'est souvent là qu'arrive la fameuse question des qualités, des défauts. Moi, je suis toujours halluciné de savoir qu'en 2017, il y a encore des recruteurs qui posent la question aussi bêtement que quelles sont vos principales qualités. Alors, est-ce qu'il faut répondre une liste d'adjectifs qualificatifs qui sont envisagés comme des qualités, ou est-ce qu'il y a quand même une manière un peu plus fine d'appréhender la question de la personnalité? Alors d'abord, c'est une question qui se travaille. Je sais que c'est une question, je suis complètement raccord avec toi, Thomas. Pour autant, c'est une question qui risque d'être posée, qui ne sera pas posée par tous, mais qui risque d'être posée. Donc, comment est-ce qu'elle peut être posée un tout petit peu plus finement? Par exemple, c'est de renvoyer là encore à des situations, au regard qu'ont pu porter d'autres personnes sur une action. Éventuellement, mais c'est surtout, on est dans un temps contraint, donc on n'a pas trop de temps, mais c'est surtout que dans la manière dont vous parlez de vous, dont vous parlez de vos expériences, essayez d'introduire tout le temps cette dimension du savoir-être. Parce que si la question vous est posée, vous pourrez rebondir sur, comme je vous l'ai dit dans l'exemple, voilà, moi j'ai une personnalité plutôt enjouée, plutôt moteur, et les jours où il y a du stress, je sais mettre un peu de légèreté dans une équipe, et ça c'est un point fort. J'ai pas besoin, et éviter la liste de j'aime le travail en équipe, je suis autonome et organisé, parce que ça, stop. Le temps file, on va aborder d'autres points, je pense notamment, alors là c'est quelque chose qui revient très régulièrement dans nos bureaux, les questions pièges. Il y a vraiment des questions pièges en entretien? Il y a très peu de questions pièges en entretien, c'est-à-dire que, et comme il y a très peu de recruteurs malveillants, alors je ne dis pas que ça ne peut pas exister, évidemment, comme toute situation de relation humaine, mais l'écrasante majorité des recruteurs ne seront pas forcément toujours de bons recruteurs, mais ne seront pas malveillants. Donc pas de questions pièges. C'est en plus certainement pas le meilleur moyen de comprendre ou de lire un individu que de le mettre en situation de stress, de toute manière. Non, mais de toute façon, vous mettre en situation de stress, de façon volontaire ou involontaire, c'est aussi vous mettre dans une situation dans laquelle vous pouvez vous retrouver professionnellement. Donc, au-delà de la question piège, ce qu'il faut voir, c'est il me met dans une situation un petit peu inconfortable qui m'amène à poser une réflexion. Et comme je vous l'ai dit au début, vous pouvez, parce que vous êtes stressé, parce que vous ne vous sentez pas complètement dans l'entretien, le poser pour faire que la situation se redémarre sur de bonnes bases. Vous pouvez tout à fait, face à une question déstabilisante, plus qu'une question piège, dire cette question-là, je ne l'attendais pas, ou c'est effectivement une situation que je n'avais pas envisagée, laissez-moi réfléchir. Trouver des petits bouts de phrases qui permettent au cerveau de recoller les morceaux, de faire que comme vous avez votre bibliothèque d'exemples, vous allez trouver des situations et vous allez pouvoir commencer à votre argumentaire. Donc il y a surtout des situations avec lesquelles nous-mêmes n'allons pas être à l'aise, mais rarement une envie de coincer le candidat. C'est pas ça. Après cette phase d'évaluation de la personnalité, en général, il y a les dernières questions annexes qui vont nous permettre de répondre à Caroline, qui nous, décidément, mais là on va le laisser tomber, qui évoque d'ailleurs des questions très pratiques, qui nous demande, est-ce que le fait d'avoir une semaine de vacances prévue et réservée depuis longtemps, c'est quelque chose qu'il faut dire en entretien, et est-ce qu'il faut poser la question directement?
Mais je n'ai pas besoin de raconter ma vie au recruteur, c'est-à-dire que le recruteur va me demander à partir de quand je suis disponible, je vais lui donner cet élément-là. Maintenant, si effectivement vous avez on va dire le recrutement est prévu pour le 1er décembre et vous avez réservé une semaine mi-janvier, eh bien c'est dans la phase finale. C'est une fois que le recruteur vous a dit Caroline, c'est vous, notre future collaboratrice. C'est à ce moment-là, quand on est en train, après qu'on a discuté salaire, c'est à ce moment-là que l'on va pouvoir effectivement discuter disponibilité, éviter de rentrer d'abord dans les détails de votre semaine aux Caraïbes, parler plutôt d'une semaine où vous avez besoin d'une disponibilité, où vous souhaitez pouvoir poser quelques jours de congé sans solde. Vous rentrerez dans l'explicitation ou pas, mais c'est vraiment une fois qu'on vous a dit c'est bon, c'est vous, et on est en train de travailler le contrat de travail qu'il faut aborder la question des vacances. Certainement pas en amont et certainement pas dans la phase de sélection. 2 questions qui reviennent souvent sur la fin de l'entretien, il faut qu'on les traite très très vite, Cécile. Oui. La première, est-ce que l'on parle salaire sur ce premier entretien? Si jamais ça n'a pas encore été évoqué, est-ce que c'est à nous, candidats, d'aborder la question? 2 mots sur la partie discussion autour du salaire en fin d'entretien. Plutôt oui. Donc, non, il ne faut pas remettre cette discussion sur le salaire. Bien sûr, c'est de la fin d'entretien. Bien sûr, on a parlé des éléments de contexte qui vous a permis aussi d'évaluer de façon un peu plus fine le niveau de rémunération. Et surtout, un niveau de rémunération, ça s'argumente par rapport au poste, par rapport au contexte du poste, par rapport aux contributions ou aux spécificités que je vais apporter sur ce poste-là et par rapport au marché. Je vous recommande l'utilisation de notre évaluateur de salaire sur le site APEC pour avoir des éléments d'évaluation de à combien se paye le poste que je vise. Dernière question, avez-vous des questions? C'est généralement par cette dernière question que le recruteur termine l'entretien. Alors, est-ce que tu Alors moi, j'aimerais que les questions, vous les ayez posées au long de l'entretien pour finalement pouvoir lui dire, vous avez répondu à mes différentes interrogations pendant l'entretien et je vous en remercie. Une dernière question, peut-être, effectivement, si le recruteur n'a pas été très clair sur le sujet, c'est, pouvez-vous me donner les éléments du process de recrutement ? À quand puis-je attendre la décision, qui vais-je rencontrer ensuite, voilà, pour être vraiment calé sur le process de recrutement, ce qui vous permettra de préparer votre relance. Le temps qui nous était imparti touche à sa fin, c'est très dommage parce qu'on aurait aussi pu dire beaucoup de choses sur l'après-entretien. On l'a dit, l'entretien ne se termine pas au moment où on serre la main de la personne qui nous a reçus, mais ce sont aussi des actions, notamment au travers de courriers ou de retours par mail, SMS et principalement de remerciements, mais ce ne sont pas que des remerciements. Il y a un peu de littérature à ce sujet, y compris sur le blog des consultants de l'APEC. Je ne peux pas non plus ne pas vous parler, alors tu en as mentionné un des deux, l'évaluateur de salaire, mes 2 outils de l'APEC, donc cet évaluateur pour vous permettre de vous positionner, deuxième outil, le simulateur d'entretien que vous trouverez sur notre site. Prochain Facebook Live, c'est dans un mois, j'ai plus la date en tête, mais c'est dans un mois, avec François Cousin, nous parlerons des formes alternatives d'emploi. Merci beaucoup Cécile pour ces réponses qui étaient claires, qui étaient pleines de bon sens. C'était notre dernière. Ouais, merci Thomas, ça a toujours été un plaisir de travailler avec toi. C'était chouette. Ouais, c'était cool. Merci à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.